Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien, que les vols se passent bien et que si vous n'êtes pas encore pilote, il est temps de se lancer. D'accord? Allez, c'est parti, on passe aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on va voir la description de l'avion en parlant de la cellule, des commandes de vol et des contraintes avec la cellule. Qu'est-ce que la cellule de l'avion? La cellule, elle est constituée de la voilure, du fuselage, du train d'atterrissage, de l'empennage horizontal et de la dérive. On étudiera les gouvernes certainement dans une autre vidéo ainsi que les dispositifs d'hypersustentation. La voilure. Qu'est-ce que la voilure? La voilure d'un avion, elle est constituée de deux ailes. Ça, je pense que tout le monde l'avait compris. Elle génère une force aérodynamique qui est portante, c'est-à-dire qui va permettre la sustentation de l'avion, qui va tout simplement permettre à l'avion de se maintenir en l'air. Voyons maintenant quelques caractéristiques. Les parties avant et arrière de l'aile, elles s'appellent respectivement le bord d'attaque et le bord de fuite. La partie de l'aile qui assure la jonction avec le fuselage, parce que oui, il faut bien que ça soit collé, sinon vous imaginez le problème. Bref, ça s'appelle l'emplanture. L'extrémité de chaque aile, elle est constituée d'une forme qui est profilée que l'on appelle saumon. Je précise que cela ne se mange pas, bien entendu. On trouve également sur certains avions des dispositifs de bout d'aile que l'on appelle en français des pennes. Ce ne sont pas des pattes, donc on va plutôt utiliser le terme anglais de winglet. Leur rôle, il est tout simplement de réduire la traînée induite que l'on verra certainement dans une prochaine vidéo. Pour décrire la géométrie d'une aile d'avion, on va utiliser certains paramètres. Premièrement, l'envergure. L'envergure, c'est la distance qui sépare les deux extrémités d'aile, donc les deux saumons. C'est en quelque sorte la longueur de la voilure. Ensuite, la longueur de la corde moyenne. La corde, c'est la droite qui va joindre le bord d'attaque au bord de fuite. La corde moyenne, c'est la corde de référence qui est notamment utilisée pour l'expression du centrage d'un avion. Sa longueur, elle décrit en quelque sorte la largeur moyenne d'une aile trapézoïdale, comme vous pouvez voir en image. Voyons maintenant qu'est-ce que l'allongement. L'allongement, c'est tout simplement le rapport de l'envergure sur la longueur de la corde moyenne. Donc, allongement égale envergure divisé sur la longueur de la corde moyenne, ou encore envergure au carré divisé sur la surface de l'aile. Pour vous donner un exemple, les planeurs ont des voilures à fort allongement. Les avions de voltige ont quant à eux des voilures à faible allongement. Le dièdre. Qu'est-ce que le dièdre? C'est l'angle que forme le longeron de l'aile avec le plan horizontal lorsque l'avion est à inclinaison nulle, comme vous pouvez voir en description sur la photo. Ensuite, la flèche. La flèche, c'est tout simplement l'angle qui est compris entre une ligne de référence, le bord d'attaque en général, et la perpendiculaire au plan de symétrie de l'avion. Voyons maintenant la structure de l'avion. La rigidité de la voilure, elle va être assurée par un ou plusieurs longerons. Ces longerons, ils supportent les nervures, comme vous pouvez voir en image. On peut dire que longeron et nervures, ça constitue le squelette de la voilure, sur lequel sera fixé le revêtement par la suite. Quels sont les matériaux utilisés? Ils sont de trois types. Premièrement, vous avez le métal qui est couramment utilisé sur les avions actuels. Ensuite, vous avez le bois, les tubes et la toile qui sont utilisés sur les avions de conception ancienne ou alors des reconstitutions d'avions de collection. Et enfin, vous avez les matériaux composites qui allient généralement de la fibre de verre ou de carbone, du Kevlar et des résines synthétiques. Cette utilisation, elle tend d'ailleurs à se généraliser, surtout sur les avions de ligne, qui ensuite se répandra dans l'aviation générale ou de tourisme. L'espace libre que vous pouvez voir laissé entre les nervures, il est souvent utilisé pour loger les réservoirs de carburant. Ça permet en même temps d'utiliser un espace libre et ainsi de diminuer l'effort de flexion à l'emplanture de l'aile. On peut trouver par moment au niveau de l'emplanture de l'aile
un profil aérodynamique qui est destiné à optimiser l'écoulement de l'air. Ce profil, il est appelé carrement, comme vous pouvez voir, encore une fois, en image. Voyons maintenant le fuselage. Le fuselage, c'est un caisson dont la rigidité est assurée par des couples et des raidisseurs ou lisses. De même que pour l'aile, les matériaux qui sont utilisés, ils vont être soit des matériaux composites ou le plastique, le métal, le bois pour les couples et raidisseurs surtout, et la toile pour le revêtement, ou enfin une combinaison de tous ces matériaux. L'emplanture de l'aile peut prendre place à différents endroits, comme vous pouvez le voir sur les images. Alors, elle peut prendre place soit au point haut du fuselage, l'avion il est alors dit à aile haute. Elle peut également prendre place en position intermédiaire, l'avion sera dit à aile médiane, comme les avions de voltige. Et enfin, elle peut également prendre place au point bas du fuselage, l'avion sera dit à aile basse. Voyons maintenant les empennages. L'empennage vertical, il est plus couramment appelé la dérive. Il se trouve à l'arrière du fuselage. L'empennage horizontal s'y trouve également le plus souvent. Néanmoins, certains avions ont une configuration que l'on appelle canard, dans laquelle l'empennage horizontal va être placé à l'avant de l'appareil. À l'arrière de la dérive, vous allez également trouver ce que l'on appelle la gouverne de direction. L'empennage horizontal, il peut être constitué d'un plan fixe et d'une gouverne de profondeur mobile. Sur certains avions, il est constitué d'une seule surface entièrement mobile. On dit alors qu'il est monobloc. Il remplit alors le rôle de gouverne de profondeur. On peut trouver des empennages de trois types. Vous avez les empennages en T, ensuite les empennages en V qui sont assez rares, et enfin les empennages cruciformes qui sont les plus répandus à l'heure actuelle. Dans le cas des empennages en V, qui sont donc rares, les surfaces inclinées, elles assurent l'ensemble et de manière combinée les fonctions et de gouverne de profondeur et de direction. Voyons maintenant le train d'atterrissage. Le rôle du train d'atterrissage, comme vous pouvez l'imaginer, il est de permettre les déplacements de l'avion au sol et d'amortir les efforts subis lors de la prise de contact avec la piste, donc au moment de l'atterrissage. Il existe deux types de trains. D'abord, vous avez le train tricycle et ensuite le train classique. Dans les deux cas, le train il peut être soit rétractable ou alors fixe. La distance que l'on trouve entre les roues du train principal est appelée la voie et la distance entre le train principal et le train auxiliaire, la roulette de nez ou de queue, est appelée l'empattement. Le train tricycle. Le train tricycle, il comprend un atterrisseur principal et une roulette de nez qui va permettre une conduite aisée de l'avion au sol. La roulette de nez, elle est commandée par les palonniers, c'est-à-dire la commande qui est mue par les pieds du pilote et non par le manche. Ce n'est pas une voiture. Un dispositif que l'on appelle anti-chimie peut être prévu afin d'éviter des vibrations de la roulette dans le sens latéral. Au sol, on conduit donc l'avion avec les pieds. Sur certains avions, il n'y a pas de liaison mécanique entre les palonniers et la roulette de nez qui s'oriente librement. Le roulage va donc s'effectuer à l'aide des freins de chaque roue du train principal. Voyons maintenant le train classique. Il faut savoir qu'il est de moins en moins répandu sur les avions de tourisme car son utilisation, elle est justement moins facile au roulage. Il est composé d'un atterrisseur principal disposé sous la voilure ou bien sous le fuselage, de part et d'autre de la cabine, ainsi que d'une roulette de queue orientable qui permet de diriger l'avion au sol, comme vous pouvez voir en image. L'orientation de la roulette, elle s'effectue comme le train tricycle, donc c'est-à-dire avec le palonnier. Voyons maintenant le système de freinage. Les freins, ils sont disposés sur le train principal. La commande des freins est le plus souvent montée sur les palonniers. Ils sont parfois commandés par une poignée située sur le tableau de bord. Dans le cas d'une commande au palonnier, la pédale de droite va commander le frein de la roue droite et la pédale de gauche va commander celui de la roue gauche. Il est donc possible de freiner d'un seul côté, par exemple si vous voulez raccourcir le rayon de braquage de l'avion au sol, vous allez utiliser un freinage que l'on appelle différentiel. Également à savoir que juste avant l'atterrissage sur une piste bitumée, il faudra veiller à ne pas avoir les pieds sur les freins lorsque ceux-ci sont disposés sur le palonnier, bien entendu.
Pourquoi? Car vous risquerez de provoquer l'éclatement d'un pneu lorsque les roues entreront en contact avec la piste. De même au décollage, il est indispensable de ne pas avoir les pieds sur les freins pour ne pas dégrader les performances de l'appareil et ainsi éviter tout problème. Voyons maintenant le système d'amortissement du train d'atterrissage. Les efforts et les chocs qui sont liés au roulage ou à l'atterrissage, ils sont absorbés par les amortisseurs de type oléopneumatique ou mécanique, ou encore plus simplement par la flexion du train principal lorsque celui-ci est constitué de lames métalliques. Voyons maintenant les pneumatiques. Les pneus d'avion peuvent être à structure soit radiale ou alors diagonale. Ils sont le plus souvent multiplis et comportent presque toujours une chambre à air. Les vérifications qui nécessitent d'être réalisées par le pilote lors de la visite pré-vol comportent de manière générale d'abord l'observation de l'état d'usure du revêtement des pneumatiques, ensuite une vérification d'absence d'entaille, de boursouflure, etc. Et enfin un bon alignement des témoins de peinture, pneus, jantes. Et pour finir, la pression de gonflage. Voyons maintenant le poste de pilotage et sa description. Le manche et les palonniers constituent les commandes de vol. Le manche est parfois remplacé par un volant. Le tableau de bord, il supporte les instruments et certaines commandes, comme les commandes de train rentrant, parfois les commandes des gaz, freins des parcs, phares, etc. Lorsqu'elle existe, la console centrale, appelée le pylône, comme vous pouvez voir en image, va supporter les commandes du moteur, c'est-à-dire réglage des gaz, de la richesse du mélange, et sur certains avions du calage de l'hélice. Le tableau de bord. Bien que chaque avion il ait un tableau de bord qui lui soit propre, on va quand même retrouver certaines constantes, comme le panneau groupant les instruments de pilotage, également les instruments de contrôle et de conduite moteur. Voyons maintenant les commandes de vol. Nous allons pénétrer à l'intérieur de la cabine. Sur les avions à aile haute, l'accès au poste de pilotage il va se faire directement, tandis que sur les avions à aile basse, il va être nécessaire de monter sur l'aile. Une partie de celle-ci est alors recouverte d'un revêtement antidérapement qui sera habituellement noir. Il faut savoir que la résistance de cette surface, elle est calculée pour supporter la charge d'une seule personne, ce qui n'est pas le cas du reste de la voilure qui est conçue pour résister à des charges réparties et non des charges ponctuelles. Vous comprenez qu'il ne faudra donc marcher que sur la surface antidérapante. Le pilote, il occupe généralement le siège de gauche. C'est de cette place qu'est assuré l'accès à toutes les commandes. Le plus souvent, les commandes de vol, elles sont doublées pour permettre l'entraînement avec un instructeur. Voyons maintenant une petite description des commandes de vol. Le volant ou le manche, ou encore le joystick, peuvent se déplacer d'avant en arrière. Ils commandent dans ce cas la gouverne de profondeur à l'aide de câbles ou de systèmes de biellettes et de tubes. Utilisé latéralement de gauche à droite, il va commander les ailerons. Les palonniers, eux, commandent la gouverne de direction et ils sont généralement couplés avec la roulette de nez sur un avion à train tricycle ou de queue sur un avion à train classique. Ils permettent de contrôler l'avion au sol et d'effectuer un contrôle autour de l'axe de lacet en vol et également durant les virages pour avoir un virage et un avion dans la symétrie. Voyons maintenant un aperçu rapide des contraintes sur la cellule. La cellule et plus particulièrement la voilure, elles sont soumises à des efforts de traction, de flexion, de compression, de torsion et de cisaillement. En fonction des phases du vol, c'est-à-dire soit le roulage, le décollage, les ressources, virages, certaines parties de la cellule, elles vont subir plus d'efforts que d'autres. En outre, le vieillissement que l'on appelle fatigue va diminuer la résistance des matériaux. Par exemple, en présence de turbulences, les efforts sur la cellule sont d'autant plus importants que les volets sont déployés, la vitesse est élevée et la charge à l'air, donc la masse de l'avion, est faible, l'allongement de l'aile est important. En aucun cas, les efforts appliqués ne doivent dépasser les limites pour lesquelles l'avion a été conçu. C'est pour ça qu'il faut toujours être au courant et savoir ces limites-là qui sont bien entendu mentionnées dans le manuel de l'avion. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Si tu veux télécharger notre e-book 10 conseils pour piloter comme un pro, tu trouveras le lien
dans la description pour le télécharger. Nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour en être informé et à activer la cloche. Sur ce, je te dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO.